Très bien. Je prends l'occasion de souhaiter la bienvenue à tout le monde aujourd'hui, à tous les membres de la TTF et à vous tous qui participez à ce groupe de travail TTF UNESCO conjoint. Je suis Enoch Rabotabi, je suis le directeur en chef au département de l'éducation de base du ministère de l'éducation de base de la République d'Afrique du Sud. Le groupe de travail aujourd'hui est axé sur les voies alternatives à l'échelle mondiale pour rendre la profession enseignante attirante. Cette année, ce groupe de travail s'inscrit dans le cadre des célébrations de la Journée mondiale des enseignants, dont le thème est « Les enseignants dont nous avons besoin pour l'éducation que nous voulons, l'impératif mondial de remédier à la pénurie d'enseignants ». Nous avons aujourd'hui des contributions passionnantes, mais avant cela, j'aimerais vous donner quelques points d'ordre logistique. Tout d'abord, assurez-vous que votre audio et votre vidéo sont coupés, à moins que vous ne preniez la parole. Deuxièmement, les membres du public sont invités à se présenter en utilisant la fonction du chat. Et je vous encourage vivement à y poster vos questions et vos commentaires à tout moment. N'hésitez pas à lever la main si vous souhaitez prendre la parole et allumer votre caméra quand vous parlez. Cette séance sera enregistrée et sera ensuite disponible après le groupe de travail. Pendant la plénière, l'interprétation sera disponible en anglais, français, espagnol et arabe. Vous êtes invité à choisir votre chaîne en vous servant du dessin en forme de globe en bas de votre écran. S'il vous plaît, parlez lentement afin que les interprètes puissent interpréter de façon adéquate votre intervention. Pendant la deuxième partie du groupe de travail, nous nous répartirons en petits groupes de travail fondés sur les langues où nous pourrons approfondir nos discussions. Nous aimerions vous encourager à vous présenter sur la plateforme du chat et à nous indiquer d'où vous venez. La séance d'aujourd'hui est fondamentale. Nous nous trouvons à mi-chemin vis-à-vis de la réalisation des objectifs de développement durable et l'UNESCO et la TTF ont souligné qu'il y a une pénurie qui se poursuit à l'échelle mondiale d'enseignants. Il manque environ 44 millions d'enseignants et nous en avons besoin pour atteindre les ODD. Les progrès diffèrent selon les pays et beaucoup de pays sont susceptibles de ne pas atteindre ces cibles. Par ailleurs, de plus en plus de données montrent que la pandémie du Covid-19 a exacerbé le défi à l'échelle mondiale dans beaucoup de contextes, ce qui rend la pénurie encore plus importante par rapport aux décisions politiques qui doivent être prises. Cette séance va donc se concentrer sur le problème de la pénurie d'enseignants et en particulier la manière dont les pays peuvent améliorer l'attrait de la profession ainsi que le maintien en poste des enseignants déjà en place. Beaucoup de personnes ne se sentent pas attirées par l'enseignement. Souvent, la profession semble être un dernier choix, un choix de pis-aller. De plus, là où les enseignants sont recrutés, il existe des défis en termes de formation et de déploiement qui peuvent avoir pour conséquence un manque de qualification et une répartition inégale sur le territoire qui souvent se produit dans les zones les plus vulnérables. D'autres défis proviennent de l'abandon, souvent en lien avec des rémunérations faibles, des charges de travail élevées et un manque d'autonomie et de ressources. Le groupe de travail aujourd'hui est donc spécifiquement conçu pour aborder les enjeux suivants. Tout d'abord, encourager l'apprentissage de pair à pair en lien avec des défis et des expériences
courants et variés afin d'attirer et de retenir les professeurs, mettre en évidence des politiques, des pratiques et des stratégies fondées sur les données qui ont conduit à des améliorations dans le maintien en poste d'enseignants qualifiés et pour redorer l'attrait de la profession. Troisièmement, identifier les conditions motrices qui ont permis à ces programmes et ces politiques d'avoir un changement positif et examiner les possibilités de reproduire à une plus grande échelle ces politiques. Dernièrement, construire des partenariats et renforcer des réseaux entre les pays points focaux et la TTF, ainsi que les membres de l'organisation, pour soutenir des politiques améliorées de soutien et ciblées. Afin d'avoir un peu plus de contexte, j'aimerais présenter M. Carlos Vargas, chef de la section du développement des enseignants à l'UNESCO et chef du secrétariat de la TTF. Je l'invite donc à nous présenter quelles sont les pénuries d'enseignants les plus urgentes et à nous exposer la problématique de l'abandon des enseignants et en lien avec l'attrait de la profession. Monsieur Vargas, vous pouvez intervenir. Vous avez 8 minutes. Merci beaucoup. Merci, Enoch. Je remercie tout le monde, vous tous qui êtes connectés aujourd'hui. Comme cela a été dit, le sujet aujourd'hui est en lien avec les professeurs dont nous avons besoin pour l'éducation que nous voulons, l'impératif global de renverser la vapeur en matière de pénurie d'enseignants. Quelques mots d'abord. Si vous voulez bien passer à la diapositive suivante, j'aimerais partager quelques données que nous avons présentées hier. Je sais que peut-être certains d'entre vous étaient déjà là, mais voici les points essentiels. Vous l'avez sans doute déjà vu dans les médias hier. Il manque 44 millions d'enseignants dans le monde. C'est le nombre d'enseignants dont nous avons besoin pour atteindre l'objectif d'un enseignement primaire et secondaire d'ici à 2030, c'est-à-dire l'objectif de développement durable. Ce chiffre signifie que le corps enseignant doit croître de 50%, c'est-à-dire que la moitié des enseignants au monde doit être encore recrutés. Sur la diapositive suivante, vous verrez que cette pénurie d'enseignants se répartit différemment selon les régions. En Afrique subsaharienne, nous avons la pénurie la plus importante d'enseignants. Il manque encore 15 millions d'enseignants qui doivent être recrutés en Afrique subsaharienne, ce qui veut dire un nouvel enseignant sur 3. Des progrès ont été faits depuis 2016. 2 millions de postes ont été remplis, mais il y a toujours une grosse pénurie suite à une demande croissante. Comme vous le savez, l'éducation secondaire est devenue obligatoire il y a quelques années seulement, et il y a également donc la nécessité de remplir ces postes. Une autre région, qui est l'Asie du Sud, connaît la deuxième pénurie la plus importante. Il manque encore 7,8 millions d'enseignants, mais il y a eu des progrès. La pénurie a été réduite de moitié au cours des 7 dernières années, mais encore beaucoup de professeurs manquent. Et ceci est causé par un recrutement massif dans des pays à forte population, mais également le fait que la population et les taux de fertilité ont baissé dans certains pays qui connaissent la population la plus élevée. Et il y a encore des défis dans certaines régions, mais je vais peut-être pas répéter, mais juste un point important. En Europe et en Amérique du Nord, et en Amérique latine et les Caraïbes, il y a des pénuries d'enseignants. 5 millions pour l'Europe et l'Amérique du Nord, 3,2 millions pour l'Amérique latine. Mais contrairement à d'autres régions, par exemple, c'est vraiment le cas pour l'Europe, nous voyons que les taux de fertilité ont baissé, sont plus bas et ont réellement baissé, ce qui veut dire qu'il y a une pénurie d'enseignants, même dans cet endroit où la population baisse.
Ce qui veut dire qu'en Europe et en Amérique du Nord, en Amérique latine et dans les Caraïbes, la pénurie d'enseignants est principalement causée par le taux d'abandon. Les enseignants abandonnent la profession de façon massive, comme nous le verrons dans la diapositive suivante. La diapositive donc suivante, la suivante encore, s'il vous plaît, souligne les enjeux du taux d'abandon. Comme nous l'avons dit, le taux d'abandon est un vrai enjeu, un vrai problème. Les professeurs quittent la profession de façon massive. Nous avons vu en gros que le taux d'abandon a doublé entre 2015 et 2022. Et cette tendance a été lancée par la pandémie. La pandémie a exacerbé les pénuries. Beaucoup d'enseignants ont quitté la profession suite à des conditions difficiles, des tâches multiples, des créneaux horaires multiples, les réalités dont nous avons déjà parlé au cours des dernières années. Et donc ça, c'est un point important. Les enseignants quittent la profession et nous devons trouver des solutions. Les taux d'abandon sont également fondés sur un préjugé de genre. Principalement, le taux d'abandon des enseignants du primaire à l'échelle mondiale pour les hommes est 2 fois plus élevé que pour les femmes. Et le taux d'abandon peut également différer selon les différentes zones et les matières, par exemple les STEAM, les maths. Ces professeurs quittent la profession plus rapidement, par exemple au Rwanda, mais pas seulement, parce qu'il y a des opportunités alternatives avec un meilleur salaire. Et les STEAM étant une matière dominée par les hommes, cela n'est pas une surprise non plus qu'il y ait de meilleures occasions pour les enseignants de ces matières. Et ceci donc repose également donc sur des opinions relatives à la répartition des responsabilités en matière d'éducation des enfants. Et nous voyons aussi un abandon des femmes enseignantes en lien avec des conditions de logement et de sécurité. On le voit particulièrement dans les zones rurales. Donc ceux-ci sont des facteurs importants qui conduisent à l'abandon. Sur la diapositive suivante, nous présentons quelques caractéristiques que nous connaissons qui sont confirmées concernant les taux d'abandon. Les taux d'abandon sont particulièrement sévères dans les premières années d'enseignement. Dans les 3 à 5 premières années de l'enseignement, les professeurs ont tendance à quitter et également en lien avec la retraite. Mais le problème crucial concerne les jeunes enseignants qui quittent la profession. Même dans des endroits où ces enseignants ont de bons contrats, de bonnes conditions, une certaine reconnaissance. Un exemple que vous pouvez voir sur ce tableau, en particulier le cas de la Finlande, où 13% des enseignants âgés entre 24 et 35 ans quittent la profession, ou la Norvège, où 9% des enseignants quittent la profession, comparé à d'autres pays de la même région, comme l'Autriche, où ce taux s'élève à seulement 1,6% d'abandon. Les enseignants avec une meilleure expérience obtiennent de meilleurs acquis d'apprentissage, donc le taux d'abandon a des conséquences sur la qualité de l'éducation. À part la qualité de l'éducation, les enjeux d'enseignement, le taux d'abandon a également un impact économique. Une étude aux États-Unis demandée par Carver, Thomas et Darling Hammond en 2019 a montré que 20 000 $ ou plus sont requis pour remplacer un seul enseignant dans les territoires nord des États-Unis. Et nous savons que les États-Unis souffrent sévèrement de la pénurie d'enseignants. Donc, ceci montre qu'il vaut mieux investir dès le départ dans de bonnes conditions de travail, dans une bonne évolution professionnelle pour les professeurs, plutôt que de devoir recruter. C'est important donc de recruter, de mettre en place des tutorats pour les jeunes enseignants. Sur la diapositive suivante, nous voyons les différents facteurs qui font que les professeurs abandonnent la profession. Un de ces facteurs, ce sont les salaires peu compétitifs. 50% des pays
paye les enseignants du primaire moins que les autres professions qui ont des qualifications similaires. Cela descend à 30% pour l'Europe et l'Amérique du Nord, mais si vous regardez le tableau sur l'écran, vous voyez que des pays comme la Hongrie ou les États-Unis ou le Sierra Leone, nous voyons que dans ces pays, les enseignants sont payés moins que 50% de ce que les autres professions reçoivent avec les mêmes qualifications. Pour d'autres pays, comme la Colombie ou l'Afrique du Sud, les enseignants gagnent 2 fois plus que les personnes employées dans d'autres professions qui ont des qualifications similaires. Donc, ceci est l'un des facteurs essentiels des conditions de travail stables, un bon salaire qui permet de faire face aux besoins. Cela doit être une garantie pour les professeurs. Un autre problème, c'est le manque de reconnaissance dans des endroits où les enseignants ne se sentent pas valorisés. Ils quittent la profession. Nous avons un exemple en Australie où nous voyons que les enseignants satisfaits de leur emploi sont moins susceptibles de quitter la profession. Et c'est également ce que montre l'enquête Thalys de l'OCDE. Cette enquête souligne que des charges de travail élevées poussent les enseignants à abandonner la profession 2 fois plus rapidement que dans d'autres professions. Il y a également d'autres facteurs, des charges familiales, beaucoup de facteurs qui font que les enseignants quittent la profession. L'un de ces facteurs est la retraite. Nous voyons que la croissance de la population en Europe, en Italie, en Lituanie, plus de la moitié des enseignants en école primaire sont âgés de plus de 50 ans. Et nous voyons également que la nouvelle génération n'est pas intéressée. Ils ne choisissent pas l'enseignement en tant que carrière. Et cela n'est pas une surprise quand on regarde les conditions tant matérielles que symboliques de l'enseignement. D'un point de vue matériel, nous avons les salaires, les contractuels, la charge de travail. Et d'un côté symbolique, nous avons le manque de confiance qui se reflète dans le fait que les enseignants ont très peu d'autonomie dans les salles de classe, très peu de latitude pour décider dans les écoles, dans les salles de classe et dans le système. Je ne serai pas plus long. Je vais passer à la diapositive suivante. Je voudrais souligner quelques éléments pour lesquels nous allons entendre sûrement beaucoup d'exemples aujourd'hui. Nous allons entendre le Chili, la Chine, le Burkina Faso, également l'Indonésie, nous fournir différents exemples de politiques qui ont été mises en place pour faire face à cet enjeu et à l'enjeu qui est de rendre la profession plus attrayante. Mon collègue Ezequiel Molina de la Banque mondiale va me présenter quelques tendances sur la façon de mettre en place les politiques. Mais juste quelques points, après le sommet sur l'éducation et les résultats du groupe de haut niveau sur l'éducation, l'objectif de cette table ronde est de fournir des recommandations, comment améliorer le statut des enseignants. Et beaucoup de ces recommandations sont en lien avec les enjeux que vous voyez sur l'écran. Il faut avoir des politiques qui soient holistiques, prendre en compte la répartition des enseignants, les primes, les rémunérations. L'enjeu de la diversité du corps enseignant est important également. Le corps enseignant doit être un miroir des communautés locales. Nous avons entendu le rapport en 2016 sur l'éducation à l'échelle mondiale. Il était dit que 30% des enseignants parlent une langue que les étudiants ne peuvent pas comprendre. Donc, il faut prendre en compte cette diversité culturelle et linguistique également. Le dialogue social avec les organisations des enseignantes, les syndicats, les commissions, les conseils nationaux est très important et devrait faire une partie intégrante des politiques de façon démocratique. Le bien-être des enseignants, l'équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle, des primes compétitives, des rémunérations, les compétences, le savoir-faire pour faire face à des situations complexes dans différents environnements est également quelque chose d'important. Et enfin, en parlant de reconnaissance et de valorisation du travail que font les enseignants sur le plan sociétal, les décideurs politiques, les gouvernements, les partenaires doivent prendre cela en compte. Nous devons promouvoir le respect et la confiance vis-à-vis de la profession
en lien avec l'autonomie et la capacité d'action des enseignants. Enfin, nous avons besoin d'un financement spécifique pour parvenir à cette transformation. Nous ne pouvons pas envisager un corps enseignant qui produise du savoir-faire, de la connaissance, qui partage dans une communauté de pratique, qui échange des réflexions, s'il n'y a pas de financement pour faire cela. Donc, aborder l'enjeu de la pénurie des enseignants et rendre la profession attirante est aussi en lien avec les ressources. Je m'arrête là. Je vous remercie beaucoup de votre attention. J'espère que vos discussions seront fructueuses et que les expériences que vous partagerez sont fructueuses. Merci beaucoup, Enoch. Merci, Carlos. Merci pour ton intervention, d'avoir brossé le tableau pour nous. Nous allons maintenant laisser la parole à nos intervenants, experts. C'est avec un grand plaisir que je salue chaleureusement nos distingués intervenants qui vont nous présenter des exemples de divers exemples provenant de différents pays de voies alternatives pour rendre la profession plus attirante. Vos perspectives enrichiront nos discussions et contribueront au succès de cette séance. Nous sommes très honorés d'accueillir tout d'abord M. Tahirou Traoré du Burkina Faso, professeur au ministère national de l'Éducation et de la promotion des langues nationales. Nous avons ensuite Mme Lilia Concha Carreño du Chili, directrice du Centre pour l'éducation des enseignants, l'expérimentation pédagogique et la recherche du ministère de l'Éducation du Chili. Nous avons ensuite le docteur Iwan Siahil d'Indonésie, directeur général de l'éducation de la petite enfance et directeur général des enseignants et du personnel éducatif du ministère de l'Éducation, de la Culture, de la Recherche et de la Technologie, et également directeur général du ministère de l'Éducation basique et secondaire. Nous avons ensuite le docteur Mixuan Zhang de Chine, directeur du Centre de formation des enseignants sous l'auspice de l'UNESCO à l'Université normale de Shanghai, où il enseigne également et en tant qu'ancien président de l'université. Et il est également le commissaire adjoint de la commission éducative municipale de Shanghai. Enfin, nous avons M. Ezequiel Molina de la Banque mondiale, économiste en chef à la Education Global Practice et anciennement tête du groupe thématique des enseignants. Il a travaillé en Afrique, en Asie de l'Est, en Amérique latine et en Asie du Sud. J'invite donc maintenant M. Traoré du Burkina Faso à nous exposer son intervention. Afin de faire de la profession enseignante une profession attirante, nous avons besoin de fournir un effort concerté et de nous engager de façon continue pour faire de l'éducation une priorité et soutenir les enseignants. Donc, M. Tahirou Traoré va nous décrire les défis que rencontre le Burkina Faso et la manière dont le pays a travaillé pour résoudre les défis en lien avec les enseignants, afin de s'assurer qu'ils restent en poste, et comment aussi le pays a fait appel à des enseignants contractuels en tant que fonctionnaires. Vous avez 7 minutes, Monsieur Traoré. Vous avez la parole. Allô? Vous m'entendez? Oui, allez-y, s'il vous plaît. Si vous pouvez... Vous m'entendez? Oui, on peut s'attendre. Ah, OK. Ah, Merci. Dieu merci. Voilà, merci pour la parole. Alors, pour le cas du Burkina Faso, nous allons vous présenter quelques éléments et mesures d'attraction et de maintien des enseignants dans le système. Alors, parlant de défis, les défis auxquels faisait face le système éducatif, bien sûr, avant 2000, tournaient essentiellement sur l'insuffisance et la qualité des infrastructures,
l'insuffisance d'enseignants, la faible motivation des enseignants et surtout la faiblesse de leur rémunération. Aussi, il faut noter la pléthore d'enseignants en ville et le manque d'enseignants en zone rurale. Alors donc, pour faire face au défi du manque d'enseignants, le gouvernement, bien sûr, va adopter dans le cadre des politiques d'ajustement structurel ce qu'on va appeler la réforme globale de l'administration publique. Cette réforme entraînera bien sûr une réduction des salaires des enseignants, notamment avec l'adoption de la loi 013 portant régime juridique applicable aux emplois et aux agents de la fonction publique. C'est l'adoption vraiment de cette loi qui va être à la base du recrutement d'enseignants contractuels dans l'éducation. Savoir qu'il y avait les enseignants contractuels et les enseignants fonctionnaires. Alors, les contractuels n'avaient pas la possibilité d'avancer tous les 2 ans, pendant que les enseignants fonctionnaires, ils avaient ce privilège-là. Il y a aussi la tentative de mise au point d'un cadre juridique de recrutement et de gestion d'un nouveau type d'enseignants qu'on appelait à l'époque les maîtres des écoles satellites et qui étaient payés à 30 000 francs CFA par mois. En gros, je pense une quarantaine d'euros. Alors, un projet de statut devant régir ce nouveau type d'enseignants à partir de la rentrée scolaire va être ainsi proposé. Alors, naturellement, les syndicats ne sont pas restés, en tout cas, les bras croisés. Donc, face à la fronde syndicale, les négociations engagées avec les syndicats vont aboutir à l'abandon du recrutement des maîtres des écoles satellites et aussi en donnant la possibilité à ceux qui étaient déjà dans ce corps là, et qui sont titulaires du brevet d'études de premier cycle de passer l'examen du certificat élémentaire d'aptitude pédagogique. Alors, bien sûr, tous ceux-là qui ont été admis à cet examen ont eu la possibilité de passer le test d'intégration dans la fonction publique et ils sont tous devenus aujourd'hui voilà, des fonctionnaires de l'État. Alors, il faut aussi noter l'arrêt de la contractualisation, bien sûr, après les nouvelles, après les multiples, avec l'adoption de la loi 081 portant statut général de la fonction publique d'État. Alors, il faut retenir aussi l'adoption du décret portant statut particulier voilà, du métier éducation, formation, emploi, là, qui va permettre, bien sûr, de recruter des enseignants avec le niveau baccalauréat. Alors, disons que l'adoption du statut particulier permet à l'enseignant qui entre, bien sûr, dans la fonction, avec le diplôme du brevet d'études du premier cycle du secondaire ou bien avec un diplôme universitaire, d'avoir accès à la catégorie A1 qui est le top au niveau de la fonction publique avec le jeu des examens et des concours professionnels. Il permet aussi aux professeurs de lycée ou collège d'accéder aux catégories de l'enseignement supérieur. Alors, ce qu'il faut noter avec le dialogue avec les syndicats, on a pu obtenir des mesures vraiment d'attraction avec des éléments de rémunération. À cela, il faut comprendre qu'en dehors du salaire de base de l'enseignant débutant du primaire qui est dans la catégorie B1, à un salaire d'environ, salaire de base d'environ 91 103 francs CFA, ce qui correspond à peu près à 139 euros. Il a aussi droit à un logement selon les textes officiels s'il est en zone rurale, ou bien à défaut une indemnité de logement de 53 000 francs CFA, soit 80 euros. Il y a l'indemnité d'astreinte qui est offerte bien sûr à tous les agents et en fonction de leur zone d'affectation. Et à ce niveau, on a 3 zones. La zone urbaine, ceux qui y sont, ont 21 000 francs CFA comme indemnité d'astreinte, soit 32 euros. Et ceux qui sont dans les zones semi-urbaines ont 23 500 francs CFA, environ 36 euros. Et ceux qui sont en zone rurale, 26 000 francs CFA, environ 40 euros. Alors, l'indemnité spécifique, là, c'est une autre indemnité voilà, qui est accordée aux enseignants.
et repose sur le même découpage par zone, c'est-à-dire la zone urbaine, c'est 15 000 francs CFA, la zone semi-urbaine, 17 500 francs CFA, soit 7 euros, et ceux qui sont en zone rurale, ils ont 30 000 francs, soit 46 euros. Alors, notons que par ce jeu, le salaire de l'enseignant débutant en zone rurale tourne, plus les indemnités, tourne autour de 200 103 francs CFA, soit environ 305 euros. Alors, donc, comme mesure d'attraction et de maintien des enseignants dans l'éducation au Burkina, le gouvernement va mettre en place ce qu'on a appelé la régionalisation du recrutement et des affectations en 2002. Il faut noter que traditionnellement, ce recrutement se faisait au niveau national. You have 30 seconds, Mr. Traoré. Il vous reste 30 secondes. OK. Voilà, avec la mise en œuvre de cet instrument, tous les sortants des écoles qui sont de formation alors, sont obligés de choisir une région et une fois qu'ils sont recrutés, voilà, ils sont affectés au niveau régional et au niveau provincial et on les affecte dans les écoles. Alors donc, globalement, selon les données de l'annuaire statistique en 2022, au primaire, on a 79 549 enseignants, dont 41 115 femmes et 38 737 hommes, avec tous des qualifications professionnelles. Les femmes représentent 51,68%. Et au secondaire, on note globalement 498 enseignants qualifiés, avec 843 000 femmes et 4 155 hommes. Alors, comme principal défi, nous sommes dans la crise sécuritaire, c'est la gestion des enseignants déplacés dans le contexte Thank you, Mr. Traoré. We have run out of... Merci, Monsieur Traoré. Nous n'avons malheureusement plus assez de temps. Thank you. Merci. Okay, thank you very much. I'm sorry I was muted. Merci beaucoup. Je me tourne maintenant vers Madame Lilia Concha du Chili, qui a mené plusieurs réformes dans le domaine de l'enseignement au cours des dernières années et a beaucoup avancé pour rendre la profession d'enseignant plus attractive. Pouvez-vous nous décrire ces programmes et nous dire quel impact ils ont eu sur le statut des enseignants et le taux de rétention dans le métier? Vous avez 7 minutes et je vous préviendrai quand il ne vous restera que 2 minutes. Thank you very much. Mi nombre es Lilia Concha. Merci beaucoup. Je suis Lilia Concha. Je suis directrice du Centre de perfectionnement pour les recherches pédagogiques au Chili. Nous sommes responsables de la politique en matière d'enseignement et je vais vous expliquer quel est notre système d'évolution professionnelle pour les enseignants avec des objectifs stratégiques pour améliorer l'attractivité, également la pédagogie, pour maintenir les enseignants dans le système et en particulier avec des évaluations, un système de formation continue et un système ou une politique de rémunération. Le système de développement professionnel a été créé en 2016 dans le cadre d'une réforme éducative. Cela s'est traduit par une forte augmentation du salaire d'environ 30%. Actuellement, le système fait l'objet d'une évaluation internationale qui avait été décidée lorsque la loi avait été promulguée avec une évaluation tous les 6 ans.
Le CPEIP est l'organisme public qui est chargé de mettre en place ce système de développement professionnel. L'objectif est de reconnaître et de promouvoir le statut des professionnels de l'éducation jusqu'à un niveau attendu de développement professionnel, c'est-à-dire une trajectoire continue pour principe la professionnalité, le professionnalisme des enseignants, l'autonomie professionnelle, la responsabilité, une éthique professionnelle, le développement continu, innovation, recherche et réflexion pédagogique. L'idée est de promouvoir la collaboration et l'équité. Ce système est constitué par deux sous-systèmes, le système de soutien formatif et le système de reconnaissance et de promotion. Ici, sur ce schéma, vous voyez la trajectoire pour un enseignant au cours de sa carrière. Alors, tout d'abord, nous avons des politiques d'accès ou à destination des étudiants de lycée ou universitaires avec des programmes de formation qui les encouragent à choisir la carrière d'enseignant afin de pouvoir y avoir accès directement. Lorsque un étudiant choisit cette profession d'enseignant, on parle de 8 à 10 semestres, donc 4 à 5 ans. La 4e année, il y a un diagnostic ou une évaluation qui est faite. Et au cours de cette dernière année, avant le diplôme, il est possible de mettre en place des mesures de correction pour renforcer pallier certaines faiblesses qui auraient été identifiées. Ensuite, les étudiants se professionnalisent et la loi mentionne le recours à un professeur qui sert de mentor pour accompagner les jeunes. Ce sont des professeurs avec beaucoup d'expérience, qui ont fait l'objet d'évaluations très positives et qui ont été formés et qui ont obtenu une certification pour être des mentors et qui accompagnent le jeune enseignant dans ses débuts de carrière. Pendant ces 2 premières années, pour que ces 2 premières années soient fructueuses, nous essayons de retenir au maximum les jeunes professeurs dans le système. Parce que nous savons que c'est ces jeunes professeurs qui ont tendance à quitter le système éducatif au cours de ces 2 premières années d'exercice. Nous sommes également très conscients qu'il faut continuer à offrir ces formations tout au long de la carrière des enseignants. Et nous avons dans notre système juridique, donc dans cette loi, une structure locale, des comités locaux qui fonctionnent dans toutes les provinces et qui conçoivent des projets de développement qui correspondent au territoire et aux communautés et auxquels participent tous les acteurs pertinents du système éducatif. Les universités qui forment les enseignants, les administrateurs des écoles, les organisations professionnelles qui représentent les enseignants et les structures publiques du territoire. Nous avons un système d'évaluation pour les enseignants du système public. Il y en avait plusieurs jusqu'à présent, il y en avait 5, et nous avons décidé de réduire ce chiffre à 2 avec un système unique d'évaluation pour tous
tous les enseignants du secteur qui reçoit un financement public. Parce qu'une des conclusions que nous avions tirées est que lorsqu'il y a un investissement déséquilibré dans l'évaluation par rapport à la formation et l'accompagnement, on a un épuisement des enseignants et ce n'est pas positif. Lorsqu'il y a trop de pression, trop d'exigences pour les résultats, au lieu d'améliorer le système, cela produit un épuisement. Et c'est pour cela que nous avons réduit à 2 ce nombre d'évaluations. Selon les résultats de l'évaluation, il y a 2 qui prend en compte... Pardon, Madame Concha. Vous avez utilisé tout le temps imparti. Je vais vous demander de bien vouloir résumer, s'il vous plaît. Très bien. Alors, je voulais juste dire que une fois qu'il y a les résultats de l'évaluation, cela peut avoir un impact en termes de rémunération. Et les enseignants qui ont été mal évalués ou qui ont une mauvaise évaluation peuvent recevoir une formation complémentaire pour améliorer leurs résultats. Si au bout de 2 évaluations négatives, ils n'ont pas réussi à s'améliorer, ils peuvent être exclus du système. Nous avons donc un processus d'évaluation associé à la politique de rémunération. Merci beaucoup. Merci, nous devons passer à l'orateur suivant, sinon nous n'aurons plus assez de temps. Merci beaucoup, Madame Concha, pour cette intervention. Je me tourne maintenant vers l'orateur suivant, le docteur Iwan Siari, pour l'Indonésie. L'Indonésie a augmenté le recrutement des enseignants pour réduire la pénurie avec plus d'1 million d'enseignants. Le docteur Iwan ne pouvait pas être présent aujourd'hui. Nous allons donc écouter une vidéo où il parle de l'expérience de l'Indonésie pour améliorer l'attractivité, le recrutement et la rétention dans le corps enseignant. Regardons ensemble la vidéo. 7 minutes. Bonjour, je suis Iwan Siaril. Et je voudrais partager avec vous notre stratégie et expérience en termes d'attractivité et rétention des enseignants en Indonésie. Ma présentation est divisée en 4 parties. Tout d'abord, une analyse de besoins, ensuite l'éducation pour les enseignants, le recrutement contractuel dans les écoles publiques et le développement professionnel. Alors tout d'abord, l'analyse. Nous n'avons pas vraiment de problème de pénurie en Indonésie. Nous avons des professeurs, des enseignants dans nos écoles, mais néanmoins, nous avons des problèmes de mise en œuvre. Par exemple, nous avons des problèmes en termes de qualité ou standards de recrutement avec un problème de qualité de l'enseignement. Et cela peut être dû à la décentralisation avec les autorités locales qui ont des niveaux différents. Nous avons 552 gouvernements ou autorités locales, donc c'est assez difficile à gérer. But how we are dealing with that? So let me go through the second part. The first Alors, one. deuxième partie. Ce que l'on essaye de faire, c'est de faire correspondre l'offre et la demande avec le système de recrutement qui est national, ce qui veut dire que les enseignants qui partent à la retraite vont faire l'objet d'un remplacement
On a également modifié le programme pour la formation des enseignants qui est plus axé sur la pratique. Nous travaillons avec des acteurs de terrain parce que nous nous sommes rendus compte qu'il y avait un problème d'enseignement trop théorique qui est international. Et nous essayons de résoudre ce problème en travaillant avec des acteurs de terrain. Nous avons également amélioré la qualité des éducateurs avec des formations, des bourses pour qu'ils puissent continuer à étudier à l'université sur les questions de transformation et d'enseignement, éducation spéciale, numératie, comment être de meilleurs leaders, etc. Troisième point, nous avons recruté plus d'1 million de contractuels dans les écoles publiques. Nous n'avons pas de problème de pénurie, comme je l'ai dit. Mais nous avons un problème de mécanisme de recrutement qui n'est pas standardisé. Les écoles recrutent chacune de leur côté et cela se traduit par une mauvaise qualité de l'enseignement. Depuis 2 ans, le gouvernement a mis en place un mécanisme standardisé pour recruter de meilleurs enseignants avec des meilleures conditions de travail. Et les enseignants ont également de meilleures opportunités pour une évolution de carrière, y compris avoir accès à des positions de leadership et être impliqués dans la transformation du système. Nous sommes attaqués également à ce problème de distribution des enseignants avec un recrutement d'enseignants qui sont envoyés dans différentes régions et nous espérons que cela va permettre de surmonter le problème de la distribution. Nous sommes actuellement nous avons atteint 600 000 enseignants et nous espérons que ce chiffre continuera à augmenter. En ce qui concerne l'évolution professionnelle en cours de carrière, notre stratégie actuellement est de créer une nouvelle génération de leaders pour que ces enseignants deviennent des leaders en termes de transformation. Nous les sélectionnons et ensuite nous les formons. Et puis, ensuite, après leur diplôme, ils deviennent des proviseurs et ils peuvent innover. Ce sont les agents du changement pour améliorer et changer le système et permettre aux éducateurs d'être acteurs de la transformation. Nous avons mis en place un comité de professionnels avec des communautés de professeurs, d'éducateurs qui travaillent ensemble afin d'aider les enseignants, afin de partager, de collaborer. Ils peuvent partager les meilleures pratiques et cela les aidera à accélérer le changement dans leurs propres écoles. Nous fournissons également un soutien technologique pour utiliser les technologies. Nous avons créé une plateforme de partage, c'est essentiel dans notre système. Nous pensons que les enseignants sont au cœur de ce dispositif. Et plus de 3 millions d'enseignants se sont inscrits sur cette plateforme.
than 3.3 million downloads and also Il y a data. eu plus de 3 millions de téléchargements. Ils partagent également les meilleures pratiques. Plus de 500 000 meilleures pratiques ont été partagées et des communautés de partage ont été créées. Et puis, nous transformons notre système de gestion des talents où nous nous concentrons sur des indicateurs clés de performance, créer un espace pour les proviseurs, pour les enseignants, pour échanger, pour qu'ils puissent échanger entre eux pour savoir comment améliorer le processus d'apprentissage pour les élèves dans les salles de classe. The behavior, the habit of learning, sharing. Tout ceci permet d'améliorer les comportements d'apprentissage. Je pense que c'est tout ce que je peux partager avec vous actuellement sur l'expérience indonésienne et je vous souhaite une bonne journée mondiale des enseignants. Thank you, Dr. Iwan, for your intervention. Without Merci beaucoup, docteur. Sans plus attendre, je me tourne vers la Chine avec le docteur Michel Zhang. La Chine a mis en place des mesures pour attirer des enseignants hautement qualifiés, y compris dans les zones rurales et les zones isolées. Le docteur Zhang va maintenant partager l'expérience en Chine pour comprendre comment, au cours des dernières 20 années, la qualité de l'éducation a augmenté. Il expliquera également comment la Chine a travaillé pour garantir à la fois la quantité et la qualité des enseignants dans les zones isolées. Vous avez 7 minutes. Lorsque je rallume la vidéo, il vous reste 2 minutes. the floor is yours. Vous avez la parole. Oh, yeah. All right. Oh, thank you, Chair. Now I try to say some cases. Merci. Next slide. I cannot control. Oh, yeah. Yeah, please. The map. Yeah. La carte, s'il vous plaît. The map. This is the map. Yeah. China is a very large developing country. So La Chine est un grand pays en développement avec plus d'1,4 milliard de personnes et les développements économiques et de l'éducation sont très rapides mais toujours inégaux. D'un côté, nous avons Shanghai et plusieurs provinces qui ont des scores très élevés au PISA, le programme international pour l'évaluation des étudiants de l'OCDE, qui existe depuis 2009, et des très bons résultats au Thalys pour l'enquête sur internationale sur les enseignants de l'OCDE également depuis 2013. Nous avons besoin de 300 000 enseignants de haut niveau chaque année, en particulier dans les zones rurales, isolées et montagneuses. Ici, vous voyez un tableau qui montre que chaque année, nous avons besoin d'énormément d'enseignants. En 2000, 11 millions. Et aujourd'hui, 16 millions d'enseignants. Enseignants à plein temps. Comment recruter des personnes qualifiées et les retenir dans la profession et leur permettre de se développer dans leur carrière professionnelle? C'est un défi pour nous dans le passé, maintenant et à l'avenir. Nous avons donc mis en place un système de politique avec de nombreuses innovations. Et ici, aujourd'hui, je vais parler durant ces 7 minutes de 3 cas. Tout d'abord, un programme d'éducation gratuit. Nous avons plus de 100 écoles pour les enseignants en Chine et nous essayons d'attirer les meilleurs étudiants des meilleures universités. En 2007, nous avons mis en place une nouvelle politique, le FTEP, avec 6 universités nationales, les universités de recherche de pointe, avec
un peu moins de 10 000 étudiants dans l'enseignement. L'année dernière, 10 universités provinciales avaient presque 10 000 étudiants dans ce programme gratuit FTEP avec les gouvernements provinciaux. Et l'université de Shanghai, où je travaille, était l'une de ces universités. En 2018, de plus en plus d'universités se sont jointes à ce programme. Aujourd'hui, nous avons plus de 50 universités locales qui ont rejoint ce programme financé par le gouvernement, ce programme FTEP, et les étudiants y étudient dans ces universités. Alors, pourquoi faisons-nous cela? C'est parce que nous voulons plus de familles rurales et pauvres qui puissent avoir accès à ces universités et y étudier. Et le pays recrute pour que le pays puisse recruter les meilleurs enseignants dans ces grandes universités. Les écoles locales et rurales vont ainsi avoir des enseignants de qualité sortis des meilleures universités. Nous essayons également de réformer l'éducation ou l'enseignement pour la formation des enseignants. Nous avons des évaluations pour ces objectifs. Seuls les meilleurs étudiants avec des scores aux évaluations nationales au-dessus des minima peuvent être admis. Ce sont donc les meilleurs étudiants qui peuvent devenir des enseignants. Et puis, le gouvernement, il y a 3 acteurs, l'étudiant, le gouvernement provincial et les universités. Donc, ces étudiants retournent dans leur province d'origine. Troisièmement, ces étudiants bénéficient d'une dispense des frais de scolarité et également d'une bourse pour leurs dépenses quotidiennes, ainsi que d'un logement gratuit pendant leur licence qui dure habituellement 4 ans. Pendant leurs études, ces apprentis enseignants étudient un programme en 6 parties. Des cours d'apprentissage généraux, des cours basés sur leur matière académique, des cours de pédagogie, des pratiques sur place dans des écoles, leur dissertation et 6e, le passage de l'examen de certification à l'enseignement. Et seulement après cela, ils deviennent enseignants. Une fois qu'ils ont leur diplôme, ils retournent à leur province d'origine et travaillent en tant qu'enseignants en école à l'échelle locale dans des villes provinciales et des écoles de campagne pendant 6 ans. Au cours de leurs études, ils peuvent cependant postuler pour passer le master en éducation dans le cadre de leur perfectionnement professionnel. Ce qui veut dire que pendant les 10 ans qui se sont écoulés entre 2007 et 2017, plus de 100 000 bénéficiaires de ce programme ont eu leur diplôme des 6 meilleures universités et 80 000 diplômés sont retournés à leur province d'origine et ont travaillé dans des écoles des zones rurales. Deuxièmement, depuis 2018, tous les ans, nous avons 600 000 étudiants professeurs qui sont admis. Nous avons donc un corps enseignant assez fourni. Et parmi ces étudiants, enseignent, parmi ces 600 000 étudiants, la plupart enseignent dans leur école d'origine. Il vous reste peu de temps
En tant qu'enseignants dans une école rurale, ils auront une indemnité de l'État pour leur logement, pour leurs dépenses quotidiennes, dans le cadre du plan de soutien étatique. Je suis désolée, vous avez peu de temps. Et il y a un système de retraite. Et de cette façon, nous les gardons en poste. Je vous remercie. Je suis désolée de vous presser, mais nous devons avancer. Notre dernier intervenant est de la Banque mondiale, Monsieur Ezequiel Molina, qui nous parlera aujourd'hui en abordant le point de vue multi-pays. Quels sont les succès des politiques en faveur des enseignants, comment les mettre en place et comment les systèmes peuvent soutenir ce type de politique. Monsieur Molina, vous avez 7 minutes. Merci. Je suis ravie d'avoir entendu ces intervenants sur ce sujet essentiel pour l'avenir de l'éducation, mais également pour l'avenir de la société dans son ensemble. Dans notre rapport à venir sur la façon de faire fonctionner les politiques en faveur des enseignants, nous nous sommes demandé pourquoi les preuves concernant les politiques en faveur des enseignants, comme nous avons entendu aujourd'hui, pourquoi malgré ces politiques, nous n'arrivons pas à les mettre en place de façon à obtenir des résultats, de façon à réussir. Donc, il s'agit d'aller au-delà de la théorie de ce qui fonctionne en termes de politique en faveur des enseignants et de viser un soutien des professeurs selon les contextes et de reproduire cela à l'échelle mondiale selon les contextes locaux et dans la durée. Deux idées essentielles pour les décideurs politiques sur la façon de décider et de mettre en œuvre des politiques en faveur des enseignants qui soient efficaces. Tout d'abord, il est très important de déplacer l'axe sur qu'est-ce qu'on attend des étudiants et des professeurs à comment les soutenir pour réaliser ces objectifs. Par exemple, il ne s'agit pas d'imprimer un nouveau programme scolaire ou de demander aux enseignants de postuler pour tel ou tel... Mais comment allons-nous faire en sorte que ces professeurs postulent ou comment allons-nous faire pour... Donc les décideurs politiques devraient se poser 3 questions. Le changement est-il clair pour les enseignants? Le changement est-il faisable pour les enseignants? Et est-il raisonnable? Et est-ce que ce changement est gratifiant pour les enseignants? Parce qu'une politique donnée aura un impact, mais avant cela, nous devons nous assurer que les changements correspondent à ce que nous voulons. Et il faut écouter et comprendre comment les enseignants expérimentent ces politiques dans un contexte donné. Et ça, c'est une étape essentielle pour faire fonctionner une politique en faveur des enseignants. Alors, il s'agit donc bien, il y a donc des barrières au niveau individuel, mais il y a également des barrières au niveau du système. Donc, nous devons déplacer l'axe à qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui est faisable à une telle échelle et dans le temps. Et c'est la deuxième étape qui est essentielle pour s'assurer qu'une politique en faveur des enseignants fonctionne. Donc, la durabilité et l'échelle d'une politique des enseignants dans un contexte particulier, les décideurs politiques doivent se poser 3 questions pour cela. Première question, est-ce que nous avons les ressources adéquates, le financement, les capacités de gestion et techniques pour mettre en place une telle politique dans la durée? Nous pouvons peut-être la mettre en place pour un projet pilote, mais pour la mettre en place à l'échelle, peut-être nous n'avons pas les capacités. Deuxième question, est-ce que nous avons l'environnement politique favorable? Comment construisons-nous la confiance pour impliquer toutes les parties prenantes pour nous assurer que le processus se poursuivra dans le temps? Parce que nous voyons souvent que les pays mettent en place une politique qui pourrait marcher, mais la change au bout d'un an et la rechange encore au bout d'un an en disant non, cette politique ne marche pas. En fait, elle ne marche pas parce qu'elle a besoin de temps pour fonctionner. Et pour cela, donc, nous devons nous assurer que les politiques qui sont mises en œuvre sont celles qui disposent du plus grand consensus dans la société pour qu'elles soient stables dans la durée. Finalement, est-ce que nous avons les systèmes de données et
afin de pouvoir nous améliorer dans le temps. Diapositive suivante. Je voudrais maintenant donner quelques exemples d'applications pour attirer les meilleurs dans l'enseignement et répartir les enseignants là où ils sont le plus requis. Il y a des contraintes, certaines au niveau de l'individu, d'autres au niveau du système. Je vais vous donner quelques exemples, mais évidemment, chaque exemple requiert des discussions plus approfondies. Et peut-être que les présentateurs précédents ont déjà parlé de ces exemples. Donc, l'une des contraintes les plus importantes, comme cela a été souligné par Carlos et Lilia, c'est tout d'abord le prestige de la profession enseignante a décru au cours de toutes ces années. Et le deuxième obstacle est que dans beaucoup de cas, le salaire reçu par les professeurs est plus faible que dans d'autres professions. Donc, afin de faire en sorte que les meilleurs postulent pour l'enseignement, nous avons besoin de rendre la profession gratifiante. Il y a eu des campagnes au Chili, au Royaume-Uni, entre autres, et également des motivations pour des bourses, pour étudier à l'université. Mais bien sûr, quand on arrive aussi au niveau du système, il faut que ce soit politiquement acceptable. Il faut qu'il y ait assez de financement pour tout cela. Et donc, il faut un budget supplémentaire pour l'éducation. Par exemple, au Pérou, une évaluation... le Pérou a essayé d'avoir une coalition politique qui accepterait une augmentation du budget pour l'éducation, mais il faut avoir les systèmes de données nécessaires. En termes de répartition des enseignants, je suis désolée, j'ai peu de temps, mais j'aimerais au moins donner un exemple. Il faut faire les choses de façon claire et il faut que cela soit faisable pour s'assurer que les enseignants pensent que c'est faisable de postuler pour des postes. Par exemple, en Équateur, des plateformes ont été mises en place pour que les enseignants puissent postuler. Et dans ces enseignants, ils ont fait ressortir les écoles qui avaient besoin d'enseignants. Et de cette façon, de façon très économique, parce que ça ne requiert pas beaucoup d'argent, ils ont pu faire en sorte que les professeurs postulent pour ces écoles pour lesquelles ils n'auraient pas postulé nécessairement. Et pour faire cela, ils ont dû donc réactualiser la plateforme et le software pour rendre les choses faisables et opérationnelles. Ils ont donc trouvé les personnes qu'il fallait pour développer cette plateforme. Donc, mon dernier exemple, parce que j'ai peu de temps, quelquefois, le processus de déploiement des professeurs n'est pas transparent et n'est pas clair en termes de ce que les professeurs ont besoin de faire, en termes de charge de travail pour un nouveau poste. Et encore une fois, il ne s'agit pas d'une réforme coûteuse. Et c'est une réforme qui obtient de meilleurs résultats. Ça, c'est le système individuel. Mais au niveau du système, il faut s'assurer qu'on a l'aide pour vérifier que les professeurs comprennent le processus, s'il faut changer la plateforme, s'il faut faire autre chose pour s'assurer que c'est utile pour les enseignants. Une dernière chose, il faut regarder ces deux choses, le système individuel, le niveau individuel et le deuxième, le niveau du système, pour être sûr que cela peut être reproduit à l'échelle et que ce soit durable. Merci beaucoup, Monsieur Molina, pour votre intervention. Malheureusement, nous avons peu de temps. Nous ne pouvons pas répondre aux questions, mais si vous en avez, je vous en prie, mettez-les dans le chat et nous essaierons d'y répondre dans le chat. C'est maintenant le moment de nous réunir pour nos séances de travail pendant 30 minutes.
Dans ces séances, les participants pourront échanger des expériences locales et approfondir les discussions, apprendre de la part des autres intervenants. Les groupes sont fondés sur les langues. Le groupe de langue anglaise sera modéré par Peter Wallet. Le groupe de langue française sera modéré par Fatou Niam. Le groupe de langue espagnole sera modéré par Ximena Rubio. Et le groupe de langue arabe sera modéré par Maran Algouani. Chaque modérateur posera les questions principales en lien avec les objectifs du groupe de travail. Ces questions sont: quels sont les principaux défis dans la région pour mieux attirer et retenir les enseignants? Quelles politiques, pratiques et stratégies ont conduit à des améliorations dans le fait d'attirer et de retenir des enseignants qualifiés? Troisièmement, quelles ont été les conditions favorables, essentielles, principales qui ont permis aux politiques et aux pratiques en faveur des enseignants de produire des changements positifs et une reproduction à l'échelle? Et quatrièmement, quels partenariats essentiels au sein du pays et plus globalement sont essentiels pour le soutien et le changement durable? Chaque groupe nommera un rapporteur qui synthétisera l'information et fera un rapport à la plénière. Donc nous partons dans nos différents groupes et nous reviendrons dans 30 minutes. Je vous souhaite des discussions fructueuses. Merci. Bonjour tout le monde. Nous attendons la modératrice, Madame Fatou Niam. Elle va être transférée dans notre groupe d'ici quelques secondes. Mais c'est vrai qu'on peut commencer déjà à partager des idées si on en a un. Vous avez noté les points à discuter? J'ai noté quels sont les principaux défis dans la région par rapport à l'attractivité du métier, le maintien des enseignants, attirer des nouveaux et maintenir ceux qui sont là. La deuxième question, c'était quelles sont quelques-unes des bonnes pratiques mises en place par les pays et qui peuvent être présentées à d'autres pays pour maintenir les enseignants et recruter de nouveaux, attirer des nouveaux dans la profession. Et j'ai également entendu une question par rapport au partenariat important qui serait essentiel pour soutenir les enseignants et les maintenir en poste sur le long terme. Il y a une dernière question que je n'ai pas pu saisir. Je ne sais pas si l'un d'entre vous a pu entendre. Donc, on nous a demandé de parler des défis, des bonnes pratiques, des partenariats importants. Est-ce qu'il y a un autre aspect que j'ai oublié à prendre en compte? On va vous laisser la parole, Monsieur Taïrou. Voilà, j'ai dit dans mon exposé, je n'ai pas eu le temps de... Là, votre connexion n'est pas très bonne. On n'entend pas tellement le son. On ne vous entend pas bien. Bon, Ça coupe. ça va maintenant? Oui, maintenant, ça va. Voilà, j'ai dit, comme principal défi, il y a la question salariale. Ça, les enseignants, presque partout, ce sont des grèves, ce sont en tout cas des meetings, ce sont des marches, donc pour réclamer de meilleurs salaires. Et il y a aussi les conditions de travail. Oui, les salles de classe vétustes, voilà, le minimum là, pour travailler, le matériel de travail, tout ça, ça fait que la profession, bon, souvent, elle n'est pas attractive pour certains. Oui. D'accord, merci. Donc, les questions salariales, je pense que dans
La présentation de Carlos Vargas l'a montré, partout dans le monde, il y a des difficultés avec le salaire. On a vu que dans certains pays européens, un enseignant a moins de la moitié de ce que percevrait une personne avec le même niveau d'études dans un autre secteur. Et il y avait des pays européens qui avaient cette difficulté-là. Or, il y a d'autres pays où un enseignant touche, voire triple, le salaire d'un de ses promotionnaires qui travaillerait dans un autre secteur. Donc effectivement, la question salariale, madame, pour l'Amérique latine, ça peut être aussi une chose. Et les conditions de travail, vous avez parlé également des conditions matérielles, les salles de classe vétustes, mais ça peut être également des conditions pas matérielles. Ça peut être aussi la façon dont on leur demande d'enseigner. Monsieur Taïrou, Tout à fait. vous pouvez un peu parler de ces aspects-là, un peu plus, pour décrire ce qui se passe au Burkina? Vous avez 2 minutes. Allô? Oui, oui, on vous écoute. Les conditions de... Vous parliez des conditions de travail, mais les conditions de travail, Oui, c'est un domaine assez vaste. Vous avez ouais, parlé tout à des fait. Oui, oui, les conditions de travail. Vous imaginez, l'enseignant dans sa classe a besoin, en tout cas, de matériel pédagogique. oui, Il a besoin d'expérimenter les leçons. Il a besoin d'être en sécurité. Vous savez, avec l'insécurité chez nous aujourd'hui, on a plus de 30 000 enseignants vraiment qui ont dégarpi de leur poste. Et ceux qui sont, pour la plupart en poste, sont vraiment dans des conditions de psychose. Et là, ça ne donne pas envie, hein, aux jeunes de pouvoir se faire recruter pour aller dans des conditions pareilles. Voilà pourquoi je parlais des conditions. Là, ça, il faut vraiment, on a une stratégie d'éducation en situation d'urgence pour adresser ces questions, mais malheureusement, la stratégie, elle nous manque de financement. oui. Très bien, oui, le financement pour ça. C'est intéressant, dans le cas du Burkina, on a vu que c'est un pays qui payait les enseignants au-delà de ce que touchent des personnes avec le même niveau d'éducation. Mais à cause des conditions de travail difficiles, comme vous le dites, la profession n'est pas intéressante. Donc ça montre que le salaire, effectivement, n'est pas tout. Et que les mesures, les stratégies qui sont envisagées demandent également un financement conséquent. Je voulais savoir des autres participants qui sont là, s'il y a, d'après eux, d'autres défis qui sont oubliés. Là, on a parlé des conditions de travail et de la question salariale. Est-ce qu'à votre avis, il y a d'autres défis importants avant qu'on passe à la question des bonnes pratiques et des expériences intéressantes? Qui veut prendre la parole? Oui, Bah, allez-y, madame. je veux bien. Oui, donc il me semble que on en avait parlé hier, que la reconnaissance du rôle d'un enseignant est important. Auparavant, c'est vrai que un professeur ou un enseignant était quelqu'un qui avait de la valeur dans la société et qui était reconnu, et cela est de moins en moins le cas, en tout cas en France. Il est un peu considéré comme un pion, comme, Oui, voilà, et ça, c'est un gros problème parce qu'effectivement, le niveau d'études est quand même élevé, et personne n'en tient compte. Avec en plus des salaires qui sont bas, parce que oui, vous devez savoir qu'en France, le niveau est très bas par rapport au reste de l'Europe, oui. et donc ça, plus d'autres problèmes, y compris la violence dans certains établissements, ça n'aide pas. Il faut vraiment avoir la vocation. Et effectivement, c'est vrai que la question de la reconnaissance. Je vais demander à Berthe Atsago de fermer son micro, s'il vous plaît. On entend ça fait des interférences. Voilà, merci beaucoup. Non, effectivement, c'est la question du statut.
la valeur, et comme vous l'avez très bien dit, qui dans certains pays pose problème, qui fait que même si l'enseignant a un salaire intéressant, parfois pas du tout, dans le cas de la France et des jeunes entrants dans la profession, le fait de ne pas être reconnu, respecté, de ne pas se sentir valorisé, ça n'attire pas les jeunes générations. Et pour ceux qui sont dans le métier, qui travaillent depuis longtemps, ça décourage parfois. Voilà, je laisse la chance à une dernière personne de rajouter un autre défi avant qu'on passe à la suite de la discussion sur les bonnes pratiques. Mathilda, Atsako, Ernestine, qui a des choses à rajouter? Non, personne? OK. À Atsago, je vois, oui, allez-y. Je vois la main levée. Vous avez la parole. On ne vous entend pas, hein? Vous pouvez activer votre micro? Il est ouvert. Ah, Atsago, votre micro, on ne vous entend pas. On ne vous entend pas. Si vous allez en bas de votre écran, là où il y a l'icône du micro, à droite de cet écran, du micro, il y a une petite flèche vers le haut. Vous pouvez cliquer dessus et choisir. Si vous arrivez à débloquer votre micro, Atsago, n'hésitez pas à lever la main, à relever la main. Voilà, donc maintenant, quelles sont les bonnes pratiques? Est-ce qu'il y a ici quelqu'un qui... Ah, je vois des mains qui se lèvent. Bon, prenez la parole parce que je n'arrive pas à voir chaque fois qui lève la main. Si quelqu'un veut parler, qu'il prenne la parole. Valérie, j'ai juste Oui, une petite main pour oui, dire aux collègues qu'on retourne en plénière à 16h45 parce que oui, voilà, et qu'il fallait un rapporteur si jamais c'est pas le cas, qui a en 1 minute pour dire un peu ce qui s'est discuté. Voilà, d'accord. à vous. Merci. Ah oui, allez-y, Taïrou. Allez-y, Monsieur Traoré. Alors, je disais en termes de bonnes pratiques, comme vous l'avez si bien dit, au niveau du Burkina, il y a le statut général de la fonction publique, mais il y a un statut particulier pour les enseignants, ce qui leur permet euh, de leur faire certaines faveurs. Comme vous le disiez, un enseignant qui est recruté avec le diplôme du BEPC, il a la possibilité, en tout cas, d'évoluer catégorie par catégorie jusqu'à la catégorie B1, sans concours professionnel sur la base seulement de l'examen. Il suffit d'avoir une moyenne de 10 sur 20 donc pour être admis et de changer de catégorie. Donc, ce qui n'est pas le cas au niveau des autres corps de la fonction publique. Alors, il y a les, les indemnités, hein, les indemnités qu'on leur accorde pour ceux qui n'ont pas de logement, et également les indemnités d'astreinte, voilà, pour la pénibilité du travail, en fonction des zones. Ceux qui sont en zone urbaine en ont moins, ceux qui sont en zone urbaine, semi-urbaine en ont plus, et ceux qui sont dans les zones reculées en ont beaucoup plus. Voilà, et ça, c'est une bonne pratique. C'est la même chose que l'indemnité spécifique qui est également voilà, donnée par zone, voilà, pour encourager les enseignants. Donc ça, moi, je retiens ça comme de bonnes pratiques et ce qui a permis au Burkina en tout cas, de contenter les enseignants dans une certaine mesure. Et ça fait que de plus en plus et de moins en moins, on entend vraiment des voix s'élever par rapport à ces questions-là. D'accord, merci beaucoup.
Et effectivement, vous en aviez parlé et c'est bien de rappeler. Donc, c'est des mesures positives au sein même de la fonction publique, des mesures qui avantagent et qui font ça attire plus vers la profession. Avant de passer la parole à une autre personne, je voulais voir qui souhaiterait, qui est volontaire pour faire le rapport en plénière de ce qui a été dit. Les notes, on les a. On peut vous les faire un petit récapitulatif, hein. Dans les défis, c'est le salarial, les conditions de travail et la reconnaissance du rôle des enseignants. Dans les bonnes pratiques, c'est la création d'un statut particulier pour les enseignants au sein du statut de la fonction publique, comme vous l'avez dit. Il y aura deux minutes pour faire le rapport. Je vois Atsago. Avant de vous passer la parole, Atsago, je voulais voir Monsieur Traoré, vous levez la main pour accepter de faire le rapport en plénière? J'avais oublié de baisser. Ah, je croyais que vous étiez volontaire. Vous, madame, qui parliez tout à l'heure du statut d'enseignant, de la reconnaissance, vous pourriez faire le rapport en plénière? J'ai pris aussi quelques notes, mais Voilà. je pense que d'autres personnes pourraient peut-être aussi participer. Oui, oui, on va voir. Alors, Atsago, Berthe, Atsago, vous avez la parole. Ah, une fois de plus, on ne vous entend pas. Je suis vraiment désolée. Est-ce que vous pouvez écrire dans le chat, dans discussion, ce que vous aviez à dire ou on ne vous entend pas du tout? On entend juste un bruit derrière. C'est pas... Ah, et votre caméra est activée? Ah, pouvez-vous activer la caméra pour voir si c'est un problème de connexion? Oui, on ne voit pas non plus. Et vous avez essayé l'icône micro qui est en bas de votre écran à gauche, à côté du micro. Il y a une flèche qui va vers le haut. Si vous cliquez dessus, vous pouvez sélectionner dans micro, c'est la deuxième ligne en dessous de micro qui s'appelle desktop microphone. Ça, c'est le microphone de votre ordinateur. Et si vous avez un casque, vous pouvez prendre la troisième ligne, c'est headset micro. Non, on ne vous entend pas. OK, donc là, on me signale qu'on va retourner en plénière. Donc, madame, vous allez rapporter qu'on a eu juste le temps de parler des défis. Mais ce qui est bien, c'est que le défi de la reconnaissance, on n'en a pas beaucoup parlé en plénière, j'ai le sentiment. Donc ça, c'est important, c'est intéressant de rappeler les trois, mais d'insister aussi. Et vous disiez, vous vouliez parler? Non. Voilà, donc ça, ce sont les trois défis, conditions salariales, conditions de travail, avec aussi la question de la sécurité et des troubles psychologiques dans les zones de conflit, les besoins en salle de classe, mais également en matériel pédagogique. Premier défi. Et puis les bonnes pratiques, le Burkina Faso, un statut particulier des enseignants au sein des statuts généraux de la fonction publique pour attirer et motiver. Voilà, dans quelques minutes, on va passer automatiquement en plénière. Thank you. Thank you very much, colleagues. So we've had breakout sessions that have been mostly linguistic rather than regional, and we will hear back from the rapporteurs of those sessions in 2 minutes' time. What were some of the main messages, some of the key takeaways in terms of what is needed to make the profession more attractive, what the needs are at country level? And I see Lilia. We can begin with the Spanish group. Please, Lilia, you have 2 minutes. Bien, ¿me escucha? Te escuchamos bien. Perfecto. Bien, yo diría que en relación a los principales retos de la atracción y retención docente, aparece como idea fuerza
equilibrar y más bien invertir más en apoyos y acompañamiento a los docentes y no solo evaluación, presión, accountability. Hacerse cargo de la complejidad que viven hoy día las comunidades educativas, como son hechos de violencia que muchas veces afectan a los docentes y hacen más difícil habitar el ejercicio de la profesión, y para eso superar la soledad con que los profesores en general realizan su trabajo, es decir, apostar más a la colaboración y al sentido colectivo del ejercicio docente. Disminuir la deserción en la formación inicial, en el pregrado, para eso hacerse cargo también del desafío socioemocional, también ir generando institucionalidad en torno a las políticas públicas, es decir, leyes que le vayan dando más, que hagan perdurables las políticas públicas y que no queden entregadas a los vaivenes de la política, que por lo tanto haya mirada de Estado. Entonces ahí hay condiciones claves, financiamiento suficiente, programas que sean estables, no solo por ser financiables, sino porque se han institucionalizado como política de Estado, alianzas necesarias con entidades o instituciones formadoras como las universidades, ONG, por cierto, también los organismos internacionales, y políticas que sean pertinentes, es decir, que sean miradas desde la realidad verdadera de las escuelas, para que sean sustentables en el tiempo. Yo diría que eso Muchas resume. gracias. Buenísimo. Muchísimas gracias, Lilia, por el resumen, y a todas y todos los participantes de este grupo también. We're going to turn now into the English group, and I Je me see tourne maintenant vers le groupe de langue anglaise et je vois Martin qui est en ligne. Est-ce que vous pourriez peut-être résumer les conclusions du groupe en 2 minutes, s'il vous plaît? Merci. Oui, c'est difficile en 2 minutes, Carlos, mais nous avons eu quelques exemples très spécifiques avec un engagement en faveur du financement public de l'éducation, et la Chine a dit qu'il faudrait consacrer plus d'argent à l'éducation, plus que pour tous les autres postes, avec des dépenses par étudiant qui doivent également augmenter chaque année. Cela va améliorer les conditions de travail des enseignants. Le cadre et les conditions de travail sont importants également et doivent être négociés avec les syndicats. Si les gouvernements locaux sont trop pauvres, le gouvernement central doit intervenir. C'était important en particulier pour les zones rurales. Il y a également eu un retour concernant le financement par l'Indonésie, le fait qu'il faut garantir la qualité des enseignants avec une bonne formation et un apprentissage tout au long de la vie pour les enseignants afin qu'ils puissent avoir accès à une formation tout au long de leur carrière. Il y a certains systèmes qui le font déjà très bien. Les enseignants doivent pouvoir rester dans leur classe afin de devenir des leaders et avoir accès à des positions de direction. L'équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle est également importante. Les enseignants doivent également être soutenus, ils doivent être soutenus par l'opinion publique, ils doivent avoir un statut qui est clair, qui est reconnu, afin qu'ils puissent mener leur vie et avoir un salaire décent. Cette question du salaire est ressortie plusieurs fois. Également l'importance des partenariats qui est très importante. Afin de créer des partenariats, il faut travailler avec les syndicats enseignants et travailler sur le développement des politiques. Le programme ne doit pas arriver comme un coup de tonnerre, et c'est la même chose des politiques d'enseignement. Il faut que les enseignants soient impliqués, nos syndicats soient impliqués également pour avoir de meilleurs systèmes éducatifs. Merci, Carlos. Merci, Martine, pour cette synthèse très rapide et très efficace d'un sujet très complexe. Merci, Martine.
Je me tourne vers le groupe en langue française avec notre collègue Deval EU qui va nous synthétiser le débat dans le groupe en langue française. Je ne sais pas si elle nous entend. Oui, allez-y, s'il vous plaît. Désolée, je n'ai pas accès au chat et donc je n'ai pas pu donner mon nom. Je suis Evelyne Laroche-Joubert D'accord, et je suis Erin. responsable effectivement des formations de l'association Evalue qui travaille en partenariat avec les agences Erasmus européennes, principalement l'agence française. Voilà. Donc, Excuse-moi, en fait, Erin, est-ce que vous pouvez allumer votre vidéo? oui, bien sûr. Ça sera mieux, oui. Ne veut pas. Ah, voilà. Parfait. Allez-y, s'il vous plaît, en 2 minutes. Bon, alors en fait, à cause de problèmes techniques variés, nous n'avons pas eu le temps de trouver vraiment des réponses aux défis. Nous les avons essentiellement énumérés. Voilà, donc en fait, il y a eu le problème des salaires qui est revenu en premier, je dirais. Et puis ensuite, les conditions matérielles, les conditions d'enseignement, où dans les conditions d'enseignement, c'est vrai qu'il est important d'avoir donc du matériel pédagogique, d'avoir dans sa classe une ambiance adéquate pour enseigner et non pas des problèmes avec les élèves ou autres. Ce qui est aussi très, très important, c'est d'avoir, enfin, que le statut soit reconnu, que soit reconnu aussi bien enfin, par l'État que par la société. Et malheureusement, en ce qui concerne la société, nous sommes encore dans une société de consommation, même si c'est en train de changer. Et dans une société de consommation, le niveau de votre salaire indique au niveau des gens votre valeur, entre guillemets, réelle. Or, même si en France, par exemple, il faut faire des études assez élevées pour pouvoir devenir professeur et être reconnu en tant que tel. Bon, tout le monde sait bien que les professeurs sont peu payés, donc ils sont peu ou pas vraiment valorisés maintenant, contrairement au statut qu'ils avaient par le passé. Voilà. D'accord, merci. Merci beaucoup, Erin, pour ce report très, très complet. Merci. Finally, we're going to turn to the Arabic. Nous nous tournons vers le groupe langue arabe avec Dr Aloul Al-Salad, ABEX, qui va résumer les résultats du groupe. Dr Saoud? Oui, tout à fait. Je vais parler en arabe. Je vais parler en arabe, s'il vous plaît. Remercie pour tous les collègues du groupe. Nous avons parlé des défis et des politiques et des conditions et des partenariats qui sont à même de promouvoir la profession de l'enseignant. Parmi les défis principaux, il y a l'image de l'enseignant. Il est nécessaire de renforcer l'image et le statut de l'enseignant avec les médias et avec les différentes parties prenantes. Parmi les défis, il y a le manque de soutien au niveau des écoles, que ce soit le soutien psychologique, social, financier.
Également, il y a l'environnement juridique et réglementaire qui devrait être amélioré pour rendre la profession plus attractive. Parmi les défis également, le manque de programmes à long terme de développement professionnel tout au long de la vie professionnelle. Les collègues à Oman et en Égypte ont parlé de l'environnement de l'enseignement et la formation tout au long de la vie. Donc, ceci exige une révision des politiques en se concentrant tout d'abord sur la formation dans les institutions et les universités, mais également l'autonomisation professionnelle et troisièmement, le développement professionnel. Nous avons également parlé des conditions qui aident à rendre la profession plus attractive et des partenariats décisifs au niveau local, national et régional, partenariats entre les syndicats, des partenariats socioculturels. Tout ceci, tous ces éléments sont nécessaires à prendre en considération et en engageant l'enseignant pour rendre l'environnement plus attractif. Merci pour tous les collègues qui nous ont partagé avec nous leurs expériences. Merci à tout le monde. Merci beaucoup, Dr Saoud Al-Salari. Et je remercie également tous les participants du groupe de langue arabe. Et je remercie aussi Enoch. Je sais que vous êtes de retour, que vous êtes perdu dans... Donc je sais que nous manquons de temps. Nous aimerions juste encore quelques minutes pour accueillir Monsieur Chakroun, directeur de la division pour les politiques et les systèmes d'apprentissage tout au long de la vie de l'UNESCO, pour des remarques de conclusion. Merci beaucoup, Carlos. Je remercie tous les collègues. J'aimerais tout d'abord remercier Enoch, remercier les intervenants, remercier les modérateurs, les rapporteurs. J'ai également participé aux séances parallèles et nous avons eu des discussions très intéressantes. Mes chers collègues, il s'agit maintenant donc de la dernière partie des célébrations de la Journée mondiale de l'enseignant, commencée il y a 2 jours. Nous avons envisagé donc le rôle des enseignants dans des écoles heureuses. C'est important, le bonheur des enseignants. Nous avons envisagé leur bien-être, parce que le bien-être est important pour les acquis d'apprentissage également. Hier, nous avons eu une discussion très importante sur la pénurie et le taux d'abandon, les données que nous avons à l'échelle mondiale, et également les perspectives des organisations impliquées dans ces discussions, l'UNESCO, l'UNICEF, l'OIT, l'International de l'éducation. Et nous voyons certains aspects que j'aimerais souligner dans ces conclusions. L'un est que les défis auxquels fait face la profession est d'ampleur internationale. Bien sûr, il y a des contextes locaux, il y a des défis propres à chaque région, mais dans l'ensemble, la profession a besoin d'être davantage valorisée, soutenue, des facteurs donc motivants qui permettent aux enseignants d'agir et de s'assurer que chaque apprenant apprend. Et c'est bien sûr l'objectif de l'ODD 4, de ne laisser personne sur le bord de la route. Donc ça, c'est important. Le deuxième aspect qui est important est qu'il s'agit d'une profession en pleine évolution parce que le secteur de l'éducation en lui-même est en évolution. Par exemple, des réformes, des transformations, parce que la société change
et parce que les économies changent, la technologie, par exemple, aussi a un impact sur la profession. Donc, c'est une profession qui est en pleine transformation dans le cadre d'un nouveau contexte de société. Et le troisième aspect est nous sommes dans une phase ascendante, chers collègues. Cette année, c'est l'année des enseignants. Nous avons différents événements, mais encore une fois, 3 aspects importants à souligner. L'un est le groupe de haut niveau sur la profession enseignante mis en place haut niveau, donc, et qui produira des recommandations, un ensemble de recommandations qui est déjà prêt et qui va être rendu public très prochainement. Deuxièmement, nous sommes avec d'autres partenaires, nous sommes en train de publier un rapport mondial sur les enseignants et je sais qu'il s'agit donc d'une année au cours de laquelle pour la première fois, nous allons offrir une perspective unique sur le rôle des enseignants, les données sur les pénuries et le taux d'abandon à une échelle mondiale en lien avec l'ODD 4C. Et enfin, le dernier aspect est que nous sommes en amont donc de la conférence de l'UNESCO, la conférence générale de l'UNESCO. Et c'est très important parce que nous allons donc aussi aborder le rôle des enseignants et des progrès vers l'ODD 4. Donc, je crois qu'il y a un élan, quelque chose qui nous pousse à avancer. Également, cette communauté de pratique internationale, l'équipe spéciale sur les enseignants et toutes ces communautés qui peuvent faire progresser les choses pour les enseignants. Donc, je vous souhaite une très bonne journée mondiale des enseignants. Je remercie tous les collègues qui nous ont rejoints. Je remercie l'équipe de l'UNESCO et l'équipe d'organisation de ce webinaire très important et également le précédent et au cours des 2 derniers jours des célébrations. Merci aux collègues qui ont fêté cela avec nous, qui nous ont rejoints pour les discussions. Je vous souhaite le meilleur. Merci beaucoup. Merci beaucoup, chers collègues. Merci aux interprètes également. Merci Enoch. Au revoir.